a two, a one, two, three, four. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Et ouais, si l'acte de création s'étend au-delà du champ artistique, que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi. Et ça, on y croit. Ouais, tout un programme. Et d'ailleurs, pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Et aujourd'hui, Jérémy, je t'invite dans mon format qui s'appelle Le Boxon Créatif et dont c'est le premier numéro. Ah bah merci. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. C'était dur. Bon alors c'est quoi cette histoire ? Cette histoire-là, c'est que simplement, on va parler de process créatif et ça va tourner beaucoup autour de la notion de chaos, donc de boxon. Ok, donc précisons pour nos auditeurs, parce que bon voilà, on se lance tout de suite là, mais on va démarrer le premier hors-série de cette saison 4. Voilà. On en fera 5. On en fera 5 au cours de la saison. Consacré au boxon créatif. Et à chaque fois, on aura une thématique. Et ta présence est importante, Jérémy, puisque tu seras un petit peu le candide de cette émission et tu auras le droit de me poser toutes les questions qui te passeront par la tête. Merci pour le candide, quoi. C'est un super rôle, le rôle de candide. Ouais, d'accord. Ok. Allez, vas-y. Bon, alors, c'est quoi tout ce boxon? Tout ce boxon, le boxon, le chaos, c'est tous les tumultes qui peuvent nous arriver un petit peu dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. Le chaos, c'est ce qu'on ne contrôle pas. Attends, mais le thème d'aujourd'hui, c'est jouer le jeu du sans-enjeu. Le thème d'aujourd'hui, ça va être jouer le jeu du sans-enjeu. Ça va être la thématique. Mais je voulais juste qu'on prenne un tout petit peu de temps tous les deux pour expliquer ce qu'est le chaos. Ok, tout simplement. Voilà. Ok, c'est parti. Parce que le chaos va finalement être le ciment de toutes ces petites émissions. Ouais, j'ai trop hâte de voir là où ça va nous mener. Très bien. Moi, j'ai hâte d'entendre tes questions. Lead the way, vas-y. Ok, très bien. Le chaos, donc, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui peut parasiter le quotidien, tout ce qu'on ne contrôle pas. Et évidemment, tout le monde a son système d'organisation, sa façon de travailler, ses routines, etc. Mais il y a toujours un élément qui va venir perturber cette merveilleuse organisation qu'on a mis en place et qui va faire qu'on va devoir changer les plans. Et ça fait chier. Est-ce que ça fait vrai? Et alors, le but du jeu, c'est de se dire, est-ce que ça fait toujours chier? C'est ça qu'on va explorer ensemble. Est-ce qu'on peut transformer ce truc chiant en quelque chose d'autre? C'est ça, hein? Exactement. En vrai, la vie dans l'univers, dans le cosmos. Allez, c'est parti. Mais non, mais partons vraiment déjà du macro pour aller au micro après. Le Big Bang. Le Big Bang. Oui, c'était. Tout vient de ce qu'on appelle le chaos d'origine en fait. C'est là où la matière en fait s'est formée. Elle s'est pas formée de rien en fait. Elle s'est formée de quelque chose. Évidemment, il y a les scientifiques travaillent sur ce sujet-là depuis très longtemps et on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est de pas avoir les réponses, de continuer à chercher les questions. C'est les principes scientifiques. L'univers continue de s'étendre. Il s'étend, voilà. L'univers on est d'accord sur le fait de se dire que l'univers est en expansion. Ouais. Mais au départ, il y a quelque chose qui s'appelle le chaos et c'est à partir de là que tout se crée, en fait. Oui, c'est purement scientifique, d'ailleurs. On n'en est pas dans un terme l'univers comme un truc un peu ésotérique. C'est genre l'univers quand il a été créé. Complètement. Et dans l'Antiquité, le chaos était aussi, cette base de création, en fait, du monde connu, du monde humain. Et évidemment, tous les mythes et légendes sont beaucoup basés sur cette histoire de Big Bang théologique en fait, on va dire. Voilà. Ça c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas, mais c'est aussi pour préciser que ça fait partie de la culture, en fait, de toutes les cultures des peuples sur Terre. Il y a cette notion là de matière première. Au commencement, il n'y avait pas du vide, il y avait le chaos. Ce qui est le chaos n'est pas le vide. Ok. Voilà. Tu comprends ça? Le chaos n'est pas le vide? Développe. En fait, en gros, le vide. Parce que le vide, il y aurait rien. Mais en fait, le chaos, c'est quelque chose, mais c'est quelque chose de désordonné. Exactement. C'est le désordre. Le chaos, c'est le désordre. Et l'univers n'est pas vide. En fait, il est majoritairement vide. Mais en fait, c'est un réceptacle. C'est-à-dire que les galaxies, les systèmes stellaires tournent les uns autour des autres. On est d'accord. Voilà. Ouais, on est sur ce système-là. Donc en fait, ils remplissent le vide. L'univers s'étend aussi, mais il n'y a pas rien dans l'univers. Il y a des choses en fait. Voilà. Ouais. Et donc on va voir comment aller chercher ce chaos-là, où il se cache, ce vide-là, comment le remplir. Vas-y, du coup, explique-nous. On va démarrer avec... Parce que c'est un sujet, on le rappelle à nos auditeurs, que tu affectionnes tout particulièrement et que tu travailles tout le temps, tu vis... Moi, je me souviens, quand je t'ai rencontré, ça me rendait fou, ta manière de fonctionner, justement.
d'extérieur, ça peut paraître très bordélique. Hein. Alors, je m'appelle Bazar, ça aide aussi. C'est clair. C'est pas mal. Et non, mais c'est vrai, c'est quelque chose auquel je suis confronté depuis que je suis petit. Hein. Tout le monde me dit, hey, Bazar, tu fais le bordel, etc. Donc ça, c'est un truc. Tu étais destiné. J'étais destiné à ce sujet-là, je pense. Ouais. Mais on se rendra bien compte au fur et à mesure du temps que c'est du bazar, mais c'est du bazar pas si désordonné. Même si, moi, je me souviens, ça m'angoissait quand tu m'expliquais comment tu fonctionnais. On a tendance à et puis c'est un peu logique, mais en fait dans la définition, le chaos s'oppose à l'ordre. Mais c'est une définition qui est très occidentale en fait. Dans l'absolu, je pense que toutes les cultures ne partagent pas cette logique-là, parce que si on va dans les cultures orientales, notamment le bouddhisme, on voit bien que le chaos et l'ordre font partie d'un tout en fait. C'est le yin et le yang qui se répondent en fait. Tu vois, c'est une sorte de tango en fait entre les deux. Je dirais que les deux états. Occidentale, elle est plus judéo-chrétienne du coup, genre. Ouais, mais peu importe, c'est pas très grave. C'est juste que simplement on a séparé les choses et que si on remonte quand même au texte de l'Antiquité, on va bien s'apercevoir que les philosophes grecs ne faisaient pas cette séparation-là aussi franche. Mais bon, ça c'est pareil. Mais c'est super intéressant, ouais. Voilà. Mais en gros, l'idée, c'est que souvent, quand c'est le désordre, on a peur. On se dit, on comprend pas. Le désordre n'est pas confortable. Oui. L'ordre est rassurant. D'ailleurs, c'est pour ça que les dictateurs fonctionnent très bien. C'est qu'ils viennent de l'ordre. Et puis, comme les gens aiment bien des moutons, on va pas faire le débat là non plus, mais c'est un peu la problématique. Mais pourquoi l'ordre n'est pas toujours parfait et pourquoi il y a des dictateurs? C'est aussi parce qu'il faut les renverser, parce que ils essayent de mettre en place un statu quo. Et on sait que le statu quo est une sorte de finalement d'état qui sclérose et qui empêche la créativité, qui empêche les idées parce qu'on veut pas que ça bouge. Ouais, totalement. Oui. Et quand on est créatif, on a tout intérêt à faire bouger les choses parce que ce que les gens perçoivent, c'est la nouveauté et c'est ça qui fait kiffer. Oui. Quand on est sur du banal, quand on est sur sur des acquis, on ne bouge pas. De la routine, on ne bouge pas et c'est pas intéressant. En fait, les gens, ça les intéresse pas. Tu sais, quand j'essaie d'expliquer un petit peu ce concept justement de boxon qu'on essaie de développer, je parle tout le temps du fait de quand on marche, que quand on met un pied devant l'autre, en réalité, on est en déséquilibre l'espace d'une demi-seconde et que c'est parce qu'on est en déséquilibre qu'on avance. Voilà, et on en a pas. C'est très basique comme exemple. Bien sûr, mais on n'en a pas conscience. On le fait naturellement, mais on est nous-mêmes dans un système qui est en recherche d'équilibre. En fait, l'équilibre parfait n'existe pas dans l'univers, il n'existe pas dans la nature, mais la nature s'efforce tout le temps, tant qu'elle le peut. Tant qu'il n'y a pas des humains qui viennent, fichus humains, qui viennent tout troubler et tout massacrer, la nature, elle cherche à s'équilibrer. Voilà, s'il y a une catastrophe, la nature, elle va modifier la vie. C'est ce qu'on a vu sur Terre. Les dinosaures ont disparu, et la vie, elle s'est adaptée et ça crée comment je pourrais dire l'ère des mammifères. En fait, voilà, c'est les mammifères qu'on commence à régner. Mais parce que faut qu'il y ait un moment, il y a le chaos qui intervient et la vie se rééquilibre en fait. La nature cherche ce rééquilibre tout le temps. Donc, tout notre enjeu aujourd'hui, ce sera de retrouver cet équilibre en quelque sorte. Complètement, voilà. Ne pas dire que le chaos est mal, que l'ordre c'est bien ou l'inverse. C'est simplement de se dire. C'est un dialogue. Même le fait d'essayer de trouver cet équilibre, c'est pas bon. Enfin, dans le sens, jouer le jeu du sans-enjeu, c'est justement trouver un équilibre sans essayer à tout prix de vouloir trouver cet équilibre parce que c'est dans le déséquilibre. On a parlé de la nature. Qu'il y a le mouvement. Exactement. Ça doit être naturel. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Très bien, mais c'est intéressant parce qu'on parle de choses très intéressantes. En fait, on va commencer par une thématique qui va parler à tout le monde, c'est la productivité. Parce qu'en fait, on est dans ce principe-là, c'est-à-dire que si on ne fait rien, personne nous voit, et si on fait rien, on produit pas, donc on n'a rien à montrer, etc. Donc on a besoin tous, autant qu'on est, de produire notre art, nos créations, etc. Et puis de les livrer au monde. En fait, c'est un peu ça le principe. Seulement le problème, c'est que la productivité, elle amène du stress. Ouais, c'est sûr, ouais. Voilà, c'est pas sans stress. Ça amène vraiment des questions. Notamment, tu as... Il y a du stress négatif et du stress positif. Alors ouais, on en verra après. On va déjà parler du négatif en premier. Le négatif, ça va être la jalousie, l'envie en fait qu'on projette sur par exemple nos rôles modèles. C'est-à-dire qu'on a toujours tous des modèles en fait, des stars qu'on adore et on se projette en fait dans leur succès, dans leur parcours, sans voir forcément les contraintes, les aspérités qu'ils ont pu rencontrer. Mais on voit vraiment ce qui est raffiné. On tombe un peu amoureux d'un fantasme quelque part. On se projette, on a envie d'être comme lui ou comme elle. Voilà, et on connaît pas la personne. On connaît que son travail. Si on a la chance de la connaître, on découvre son parcours. Voilà, mais si on la connaît pas, voilà, on a cette projection là qui a un biais. Voilà, déjà première chose. C'est une sorte de jalousie. On a aussi à l'inverse le mauvais jugement qu'on a sur soi-même. Je suis pas assez talentueux,
je produis pas assez, je vois les autres ils font 15 000 trucs, moi j'ai à peine fait 10 trucs dans ma vie, ils en ont fait plein. Il y a aussi je manque de compétences, il y a tel logiciel je sais pas l'utiliser, telle technique je sais pas la faire, j'ai pas d'idées, ça vient pas, quand j'ai des idées j'arrive pas à les concrétiser. Donc ça c'est le jugement qu'on a sur soi-même. C'est quoi toi les jugements que tu as sur toi? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Le truc le plus récurrent que tu te dis, ouais, c'est tellement moi ça. Ah, c'est tellement moi ça, je procrastine quand même pas mal. Ok. Ouais, ça voilà. Bon, je pense que c'est... Oui, mais c'est un truc qui est assez commun à tout le monde, hein, parce que c'est j'ai une super idée, je veux la faire super bien. Et du coup, je vais le reporter. Je vais le reporter parce qu'il me faut du temps pour la faire. En vrai, c'est une bêtise, comme on le verra plus tard. Ouais. On a aussi, c'est ça, la peur de pas utiliser son plein potentiel. Oui. Voilà, c'est j'aurais pu faire mieux. Ouais. Mais en fait, on peut toujours faire mieux. Bah oui. Voilà, donc à un moment, voilà, faut aussi. L'horizon est infini. Exactement, c'est ça. Savoir se contenter de là où on en est, tout en voulant toujours évoluer. Ben totalement, complètement. Et on a aussi la pression des enjeux, parce que c'est le thème. La rubrique d'aujourd'hui, le jeu de sans enjeux. Il y a ces enjeux-là qui existent et qui nous mettent une pression de fou. Ouais. Et qui nous sclérosent et qui nous empêchent d'avancer. Oui, exactement. Oui, c'est même pas nous. Bah, en fait, nous, on s'en rajoute. Oui. Parce que c'est espèce de logique. J'ai la pression, donc il faut que je gère la pression, il faut que je contrôle tout. Mais ça ne fait que rajouter, en fait, une plus grosse épée de Damoclès, en fait, au-dessus de notre tête. Voilà. Donc, pour ça, il y a plein de solutions. Donc en fait, les solutions, ça va être par exemple de lire des livres sur le développement personnel. C'est classique. On apprend plein de choses dedans. On peut aussi faire des formations pour se spécialiser. Il nous manque une compétence, on va aller faire la formation. On peut regarder des talks aussi. Qui sont des bonnes choses en soi. Mais on va voir que tout ça est bien en fait. On peut regarder des talks, écouter des podcasts aussi. Surtout au sens créatif. C'est pas mal les podcasts. Et puis évidemment, toute la flopée en fait de tutos YouTube qu'on peut trouver. On va aller chercher des tricks ou alors des raccourcis, tout ce qu'on a besoin finalement pour gagner très vite de la confiance en soi. Alors évidemment, ce qu'on cherche quand on fait ça, c'est finalement à compresser le temps. Et à être efficace et à virer tout de suite les mauvais sentiments. On veut prendre un ascenseur en fait. C'est exactement ça. L'escalier. Voilà, on veut aller tout de suite au dernier étage. Évidemment, c'est une connerie. C'est un fantasme tellement courant, ouais. C'est ça, c'est un peu comme faire le pacte avec le diable. C'est-à-dire que je te vends mon âme, tu me files la formule magique et puis comme le ça succès, la gloire et Exactement, il y a beaucoup d'histoires qui se basent là-dessus, notamment les histoires dans le blues américain, comme quoi les premiers joueurs de blues en fait ont fait ce pacte avec le diable et du jour au lendemain ils jouaient la guitare, un truc que personne n'avait jamais entendu. Pour mentionner encore une fois mon pote Andy Pizza, il dit il y a rien de pire qu'un succès du jour au lendemain où tu sais pas comment t'as fait. Ouais. En fait, et que du coup, mieux vaut entre guillemets parce qu'une perte de sens. Streamer pendant des années peut-être à essayer de tester telle chose, mettre telle chose en place, telle stratégie, tel truc, et que tu peux répéter en fait le processus qui a mené quelque part à un certain succès, plutôt que si c'est d'autres personnes qui le font à ta place ou que du jour au lendemain t'as fait un truc qui buzz et puis tu sais pas. Et donc en fait, tout ça pour dire que vendre son âme au diable, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, bon, en gros, vous l'avez tous compris, c'est trop facile, ça peut pas se passer comme ça. Donc, il y a une solution à tout ça. Dis-moi. Et pour être plus productif, il faut simplement travailler. Il faut travailler tous les jours, avoir une autodiscipline. Et quand on a finalement vu autant de tutos, lu autant de livres, on les a les solutions, on nous les a données. On tombe de nouveau dans la productivité à tout prix, genre être plus discipliné dans le développement personnel, plus discipliné, mieux faire, plus efficace, tenir son rythme, mieux segmenter et tout. Voilà. Et de nouveau, on se met une pression. Alors ça fonctionne, mais cette discipline à tout prix, elle peut être sclérosante également. Donc en tout cas, elle ne résout pas le problème de la créativité, parce que tu peux produire beaucoup, et finalement tes idées ne sont pas bonnes. Donc c'est super, t'as produit plein de trucs. C'est efficace, mais bon. Mais t'as pas de stratégie, exactement. Donc en fait, c'est pas non plus forcément la solution. Et ça serait facile dans un monde parfait où il y a jamais de problématique, parce que par exemple, quelqu'un qui a compris comment associer le talent et le rythme en ayant une organisation de fou, une autodiscipline, et il va quand même être confronté à une problématique. Qui est la shit happens theory. Ah bah oui. Shit happens. Voilà, il y a beaucoup de lois qui existent dans l'univers, donc des lois assez rigolotes, mais qui sont souvent basées sur des principes un peu scientifiques, mais c'est assez marrant. Donc on a la loi de Hofstadter. Je pense que tu connais. Oui, c'est quoi? C'est les choses prennent toujours 2 fois plus de temps. Exactement. T'as la loi prévu. Exactement. T'as la loi de Murphy.
Je le connais pas. Evan Murphy, c'est l'histoire de la tartine de confiture qui tombe toujours du côté de la conscience. Alors, si une chose doit mal se passer, elle se passera mal. Ça, c'est la loi de Murphy, c'est le principe. Donc, en fait, shit happens theory, moi, je regroupe toutes ces lois-là sous cette théorie-là, qui fait que, en fait, quoi qu'il arrive, il y a potentiellement une merde qui va arriver. Oui, c'est la vie, quoi. Et voilà. Et donc, face à une merde, comment on réagit? Il y a... Mieux vaut l'accepter. Oui, parce que sinon, t'as l'angoisse, t'as la colère. La résistance. T'as le doute, le manque de confiance en toi, etc. Et tout ça, forcément, c'est des bad vibes. Et ça, on ne veut pas. Oui, et puis, c'est normal de grincer des dents, mais du coup, on est dans une sorte de résistance, alors qu'en fait, c'est le principe de réalité. C'est là, ça arrive, tu n'y peux rien, c'est pas forcément de ta faute. Alors, autant, collaborer avec la réalité et la vie avec un grand V plutôt que de te morfondre mais c'est normal d'être énervé en soi. Mais moi j'aime bien expliquer ça comme tu reçois un coup de Kamehameha et puis tu le reprends. Ah oui, mais voilà, c'est ça. Il faut voir aujourd'hui. Il faut éponger, absorber. Et on va le voir aujourd'hui. Il y a notamment John Cleese des Monty Python qui a écrit. Je suis grand fan. Hein. Ouais, je suis grand fan. Il a écrit beaucoup de bouquins intéressants. Et dans son dernier bouquin, je suis plus en face du micro. Merci Jérémy, il me rappelle. Et dans son dernier bouquin, il s'appelle Creativity, que je recommande chaudement. Il a une phrase qui est vraiment géniale, où il parle de la panique. En fait, quand la panique arrive, il raconte qu'en fait, on va pas aller faire un roupillon en se disant la panique, elle va passer. Au contraire, ce qui est en train de se passer, c'est quand la panique arrive, elle nous envoie une information. C'est le stress positif, ça. Une décharge d'adrénaline qui peut devenir un stress positif qui nous dit, il y a un call to action. Là, faut réagir. Ouais. Il y a un truc là. Ouais. Là, tu peux pas esquiver, tu peux pas faire l'autruche, il faut y aller. Et donc, en fait, comme les 5 minutes avant de passer sur scène quand tu fais du théâtre où t'as à tout prix besoin de pisser et que t'as envie de tout quitter, mais que tu sais que tu dois y aller. Le show must go on. Ouais, voilà. Et donc, ça envoie une vibe et il suffit de la transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que le boulot doit être fait. Ouais. Tout simplement. Et quand on a déjà cette perspective-là, cette posture de se dire, je dois passer à l'action, je dois faire les choses sans jugement, sans intention non plus. On rentre dans l'idée de jouer le jeu du sans-enjeu. Parce qu'en fait, on va produire quelque chose. Et surtout, on va accepter la problématique chaotique, le boxon qui arrive, on va le faire sien et on va jouer avec. C'est ça. Et c'est une manière de se décharger de toutes les bad vibes que sont la colère, l'angoisse, le manque de confiance en soi, etc. Oui, toi je trouve très fort pour ça. C'est quelque chose que je maîtrise. Je sais pas si je suis fort, mais ce que je sais, c'est que ça me fait énormément de bien de le faire. C'est-à-dire que c'est de l'entraînement depuis des années. C'est vrai que du jour au lendemain, de changer son mindset, c'est pas évident. Mais petit à petit, en étant dans le lâcher prise et en acceptant les choses comme elles sont et en s'adaptant, surtout parce que la vraie qualité recherchée pour contrôler, enfin on contrôle pas le chaos, mais en tout cas pour contrôler les choses dans le chaos, c'est l'adaptabilité, l'adaptation. Oui, tu ne peux pas contrôler le chaos, mais tu peux toi faire ce qui est en ton pouvoir pour jouer le jeu. Voilà ça, mais je reviens à un truc super simple, hein, c'est que pourquoi j'ai parlé de l'univers et de la nature au début, c'est parce qu'en fait c'est très facile de trouver les métaphores, puis même des exemples très concrets dans la nature. La nature, elle s'adapte tout le temps. On lui pose une problématique, donc un chaos, ce qu'on, je l'ai pas encore expliqué, mais en mathématiques, il y a ce qu'on appelle la théorie du chaos, qui en fait, c'est un moyen en fait de comprendre que dans un système non linéaire, c'est-à-dire que des choses qui sont comment je pourrais dire, qui sont pas déterminées en fait. Ouais. Il va se passer des choses qui vont créer une sorte d'effet papillon en fait, on va dire, tu vois. Oui. Il y a un petit finalement un petit vortex qui va déchaîner un autre vortex, etc., etc. Ouais. Que tout est connecté. Que tout est connecté, c'est ça. Ouais. Un peu, c'est ça le principe de la nature. Et la nature s'adapte à ça. Elle est pas, à un moment, la nature, elle est pas en panique. Elle se dit pas non, ça ne passera pas. Voilà, ça ne passera pas. Qu'est-ce que je fais? Je pète les plombs, la Terre explose. Voilà, non. Si la Terre explose un jour, ça sera la faute des humains, pas la faute de la nature. C'est ça. Donc, ou alors, ça sera simplement, son cycle de vie qui sera fini. Mais ça, on n'en est pas encore là, j'espère. C'est voilà. notre histoire. Bref, c'est juste. Mais bref, en tout cas, elle s'adapte. Elle va toujours trouver des solutions. Bonne ou mauvaise, peu importe. On n'est pas là pour juger si une solution elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est ce qui s'appelle l'évolution, en fait. Ouais. Sinon, on n'est pas capable, au cours de notre carrière de créateur, de créatrice, d'évoluer. Mais forcément, on va s'adapter. Ah bah oui, forcément, on va tomber sur un mur ou dans un gouffre à un moment. C'est obligé. Et ça nous est tous arrivé. Et ça nous est tous forcément arrivé. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Une petite, un petit bobo, un gros bobo. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc pour ça, en fait, on appelle une autre théorie qui est le deal with it. Ouais. C'est-à-dire qu'on accepte, hein, on en parlait. On continue avec nos anglicismes. Deal with it. Si vous comprenez pas, c'est genre, tu fais avec. Ouais, c'est ça. Tu fais avec.
Voilà, just do it. Ouais, Just Do It, hein, qui est toujours en français. Oui, c'est du français. Mais bon, ça, tout le monde comprend. Ouais, en fait, c'est d'accord. simple, juste fais-le, quoi. C'est vraiment, voilà, il arrive avec quelque chose, bah écoute, joue avec. Et ben, c'est cette histoire de jeu, finalement, de décomplexer, désacraliser un petit peu la problématique. Oui. Pour jouer avec. Voilà. C'est du jeu. Alors, c'est sérieux, mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Le jeu, c'est quoi à la base? Bah, c'est pour s'amuser. C'est pour s'amuser. Qui s'amuse en général? Les enfants. Les enfants. Ceux qui ont des enfants le savent. Le jeu pour un enfant est très sérieux. C'est un moment en fait où on est en pleine conscience de ce qu'on est en train de faire. Jouer avec le sérieux d'un enfant. Non, c'est le slogan de Michael Terra que j'ai eu sur l'épisode 5, je crois, qui disait dessiner avec le sérieux d'un enfant qui joue. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Les moments de jeu et d'amusement pour les enfants sont des moments hyper importants. Et ils sont pas dans le jugement. Ils font les choses sans intention. Ils n'ont pas d'objectif en fait, donc ils n'ont pas d'enjeu quand ils jouent. Le simple fait de se faire plaisir sur le moment présent et d'en profiter. Et ça, retrouver cette petite âme qu'on avait quand on était enfant et la remettre finalement dans une problématique professionnelle, ça peut être très intéressant. Ça peut être très créatif, très productif au final. Mais c'est contre-intuitif. Oui, parce que c'est quand on a un boulot, c'est sérieux, on va pas rigoler, on va pas plaisanter avec le boulot. On veut que ça marche. Et puis surtout on a c'est là qu'est le piège. Il y a certainement un client, on veut que ça marche à tout prix, il y a des attentes, il y a de l'argent et et voilà, et on prend peut-être les choses trop au sérieux. Exactement. Faut rigoler les gars. Mais bon, voilà. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple parce que moi, je sais que, je pense que ça t'est arrivé aussi. Je me suis vraiment trouvé face à des boulots. J'avais pris les choses trop au sérieux et c'était devenu. Faut arrêter de se prendre ça au sérieux aussi. Ouais, c'est ça. C'était devenu too much et c'est là où la colère, elle se déchaîne, où finalement tu rends un boulot de merde et. C'est l'ego aussi. C'est l'ego. Ouais. Il y a. Moi, je m'abaisse pas à quelque chose d'un peu futile, d'un peu léger. Moi, je suis un artiste. Mais tout simplement parce qu'on veut pas lâcher des positions. Et parce que voilà, on estime qu'on a raison, etc. Mais en fait, en réalité, on est toujours, on bosse, même quand on est indépendant, on bosse pas tout seul. Il y a un moment, on est confronté à une autre personne. Un directeur artistique, exactement, un client, tout simplement, quelqu'un qui va peut-être t'écouter ou acheter tes œuvres, etc. Enfin, il y a un retour, il y a un dialogue. Donc, à un moment, il faut pouvoir aussi écouter les autres. Je sais qu'au début, quand je suis sorti des Beaux-Arts avec un bagage conceptuel qui est travaillé pendant 4-5 ans, tu vois, et t'as des principes. Tu sors avec des principes. Tu sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. T'es sûr de tout, t'as toujours raison. Exactement. Puis comme t'as rien vu, t'as pas encore pris de casserole. Donc t'es à fond là-dessus et tu vas pas. Après, ça dépend évidemment de la nature de chaque personne, mais tu vas être capable. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont très peu confiance en eux aussi. Oui, bien sûr. Mais oui. Potentiellement, tu vas être en capacité d'aller remettre en question un directeur artistique qui a peut-être 15-20 ans de carrière. Non, ce bleu-là, je ne vais pas le changer. Non, je le change pas parce que c'est mon bleu. Oui. Non, je suis sûr de ce que je fais. Je comprends, mais moi, j'ai cette perspective-là en tête. Il faut pas la changer. Et moi, j'étais très précieux sur mon travail quand j'ai débuté. J'étais la personne que tu viens de décrire. Puis au bout d'un certain temps, tu te dis bon. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, ça bloque. Au bout d'un moment, les gens te disent non. Faut faire société, quoi. C'est nous qui décidons. C'est pas toi déjà pour commencer. Et ouais, puis tu prends des claques comme ça. Et ce qui est important, c'est de comprendre ça très vite et de se dire non, en fait, il y a cette histoire d'écoute. Parce que si on a un cadre qui est pas poreux, si on a un cadre qui est trop fermé et qu'on laisse pas l'ouverture, tu vois, les opportunités, le désordre, voilà, les choses inattendues, parce qu'on veut tout contrôler, on va bloquer la créativité à un moment, parce qu'on aura rempli le cadre. On aura tout rempli. Il y aura plus la place, quoi. Il y aura plus d'espace. Comme disaient nos profs en graphisme, faut pas avoir peur du vide, de l'espace, du blanc. Ouais, complètement. Sur les affiches. Il y a une phrase de Sun Tzu, donc l'auteur de l'art de la guerre, donc quand même quelqu'un, un grand stratège, on va dire, qui dit au milieu du chaos, il y a l'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité, elle est pas dans là où est l'apaisement, en fait. Là où est l'apaisement, normalement il y a c'est le repos. C'est tranquille, c'est le repos, il se passe rien. Si on va chercher dans le chaos,
il va commencer à y avoir des choses intéressantes. Donc c'est sûr que le chaos fait peur, le chaos est inconfortable, le chaos est contre-intuitif, mais peut-être que les perles rares, il faut aller les chercher là-dedans, un peu comme on va tailler une montagne et puis les diamants, plus on creuse, plus les diamants sont profonds et c'est là qu'il faut aller les chercher. Donc on va comme ça qui dit c'est au fin fond des abysses que se trouve le trésor. Ouais, bien sûr, voilà, c'est une quête de chasse au trésor quelque part, mais qui est interne. Mais on veut tout le temps que le trésor soit facile à trouver. Et il peut pas être facile à trouver parce qu'en fait, le trésor, il est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Et c'est ça le truc. Et ça s'appelle la singularité. Ok. Vas-y, voilà. développe. La singularité, c'est simplement ce qui nous caractérise et qui nous différencie en fait des autres. Et évidemment, on parlait des rôles modèles au début. On voit ce qui marche, on voit le succès des autres, et on se dit c'est ça la recette en fait. Ouais. Il faut que je suive ce parcours-là pour arriver à ce truc-là que je veux faire comme eux. Donc il faut que je suive en fait leur parcours. Mais eux, de leur côté, est-ce qu'ils ont suivi le parcours de quelqu'un? Ils ont été inspirés, mais ils ont été voir au fin fond d'eux. C'est sûrement pour ça que ça a fonctionné. Et la plupart du temps, et c'est ce qu'on se rend compte, nous, on interviewe finalement des créateurs, des créatrices sur le podcast, et on voit bien que les parcours sont compliqués, et que finalement, à un moment, c'est une idée que d'autres n'ont pas osé faire. C'est souvent quand ils ont accepté leur singularité. C'est ça. Et comme on le disait, les gens, le public aime bien ce qui est nouveau. Ils n'aiment pas la répétition. Donc s'ils voient tout le temps la même chose, ils s'en lassent, ils s'en détournent. Ça c'est quelque chose, je pense. Boum. Allô, ici le Patate Club. Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément. Et ainsi, vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Donc du coup, let's play. Voilà, faut jouer. Il faut être dans le jeu pour trouver le flow. Alors qu'est-ce que c'est le flow? Le flow, c'est une théorie qui a été notamment mise en exergue par Mihaly Csikszentmihalyi. C'est un psychologue hongrois. Le nom est très difficile à lire. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Flow, où dedans il explique en fait cet état de j'aime pas le mot perfection, mais c'est un état où on est en totale symbiose entre le fait d'être très productif et d'être très créatif et d'être heureux. Ouais. C'est un moment de grâce, on va dire. On peut le traduire comme ça. Ouais. Et on l'a pas souvent dans la vie. Et quand on l'a, c'est magique. Et quand on l'a, c'est magique parce que c'est un moment où on tabasse. Tout, voilà. On oublie tout, on tabasse. On est complètement en conscience avec son travail et plus rien n'existe autour. Et c'est là où on est le plus efficace. Ce moment-là, pour le choper, faut y aller parce qu'il faut mettre en place tout autour. Il faut être un petit peu organisé, mais il faut aussi être capable dans l'organisation de se dire, il va y avoir des éléments que j'attendais pas, du hasard, des opportunités justement, du boxon. Et quand on arrive à avoir cette ouverture d'esprit, ce lâcher prise, le flow peut... on enrichit. C'est un petit peu comme en musique ou en mathématiques quand on rajoute du bruit dans des équations ou dans des compositions, tu vois, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'on appelle la stochastique en mathématiques. Enfin, un terme un peu technique. S'il vous plaît, vous irez voir. Mais c'est vraiment ce principe-là. C'est le bruit, le parasite qui en fait enrichit le système. Ouais. Ce qui le rend plus intéressant, qui le rend plus unique, plus singulier. Ouais. Donc mettez du bruit dans votre process créatif. Mettez du bruit qui est singulier, du bruit qui vient de vous. Et peut-être qu'il y a des choses à ça veut dire quoi mettre du bruit qui vient de vous? C'est ma question candide là. C'est d'arrêter de vouloir tout lisser, tout contrôler. Tout simplement, c'est qu'à un moment on a des vulnérabilités. Ouais. C'est peut-être la vulnérabilité qui est notre singularité en fait. Parce que quand on veut être parfait, finalement on ressemble à quelqu'un d'autre qui veut être parfait parce que c'est nickel. Parce que c'est nickel, voilà. Alors que quand on n'est pas parfait, la singularité elle peut s'exprimer et du coup on est différent des autres. Donc c'est pas provoquer la faille, mais c'est laisser la faille être. Exactement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas non plus organiser. Faut pas commencer à se créer une vie. On peut pas se créer une vie chaotique, ça n'a pas de sens. Ouais. Voilà. Le chaos doit rester l'imprévu. Et si on organise le chaos, ça veut dire qu'on essaye de le contrôler. Ouais. Mais donc philosophique là. Ouais. Comment tu
c'est pas essayer de le contrôler, mais c'est essayer de le faire sien. C'est ça, hein? Ouais, c'est simplement accepter. Alors peut-être pas le faire sien, mais simplement accepter qu'il est là, qu'il Parce existe. qu'on pourrait quand même prendre ça comme contrôlé. Il y a une situation compliquée qui arrive et on se dit, tiens, je vais essayer de la maîtriser ou même essayer de la faire mienne, mais c'est quand même essayer de la contrôler. Donc c'est comment tu fais la différence? Bah justement, faut être sans intention avec ça. Faut simplement absorber. Bah, Et ça, c'est la différence entre absorber et contrôler. Ok, mais c'est chaud, hein? Bah oui, c'est chaud, mais c'est qu'un état d'esprit Comment au tu fais, toi final. Et ben simplement. C'est un exemple concret? Wow, je peux avoir un exemple concret, oui, sur des boulots qui arrivent. Bah, par exemple, on va avoir finalement tout un déroulé, tu vois, avec une deadline. Et puis pour X raisons, il y a une partie qui est rajoutée en plus dans le calendrier où il faut résoudre la problématique. Alors après, s'il y a de l'argent en plus, tant mieux, etc. Bah ça c'est de la popote, ça on s'en moque. Mais du coup, ça vient complètement perturber l'organisation du calendrier parce que peut-être que tu avais des boulots à côté aussi en même temps, que du coup ça décale tout. Bah soit tu pètes un plomb, tu fais un burn-out parce que tu dis j'ai pris trop de trucs et du coup j'arrive plus à le faire. Et tu t'adaptes pas, tu essaies de fonctionner comme d'habitude, sauf qu'en fait t'as trop, donc voilà, c'est ça. Et ben peut-être que l'adaptation, c'est simplement de dire aux gens avec qui tu travailles, mec, c'est ou meuf, c'est le bordel là. Là je suis plus capable d'assurer le monde. Il me faut des journées de plus. Tout simplement. Et ça, on est encore dans l'idée du rapport à l'autre, du dialogue. Oui, il y a la place pour l'autre. Tu te prends pas pour un dieu, un super héros, voilà, c'est et ça. Qui, c'est plutôt genre bon, bah justement, tu parlais de laisser les failles être apparentes. C'est genre je crois que je vais pas y arriver. Est-ce que vous pouvez me donner 5 Bah oui, jours parce de qu'une plus? espèce de honte d'aller voir finalement son client, la personne avec qui on travaille, et de lui dire j'y arrive pas. C'est hyper honteux. Oui. Mais ça c'est. Je suis professionnel, je suis censé gérer. Ah ouais, exactement. En fait, c'est qu'une croyance, parce qu'en réalité, la personne en face est humaine, et si le dialogue a été. Ils ont souvent du rab en fait. Et ils ont souvent du rab. En plus, alors. Stratégiquement, ils ont souvent du rab. Ouais, c'est ça. À pas rentrer dedans, mais en tout cas, le simple fait de dire, voilà, je suis vulnérable, mais je suis motivé. Oui. Je vous abandonne pas, mais aidez-moi parce que là, j'ai vraiment besoin de votre soutien. C'est un duo gagnant pour moi. Et voilà, c'est un duo gagnant. Et en fait, on n'ose pas être vulnérable et voilà. Et ça, plus je le fais, plus ça marche. Ouais. Tout simplement. Ok. Donc c'est un exemple. Non, bien sûr, mais tu nous as bien décrit. Ok. Donc voilà, moi je dirais vraiment toujours faire attention aux projections qu'on fait sur les autres, sur nous-mêmes, sur les situations. Donc attention aux biais aussi. Voilà. Les biais, c'est un petit peu les croyances qu'on peut avoir. Voilà, il se passe telle chose, c'est à cause de telle chose, il va se passer telle chose. Tu vois, c'est un peu ça. Au final, c'est toujours une invitation à regarder chez soi. Souvent, les biais, c'est un truc aussi que j'ai appris ces derniers temps, c'est quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, c'est pas forcément cette personne, ça vient appuyer sur quel bouton chez toi. Du coup, en fait, au lieu de t'énerver sur l'autre personne, essaie de t'analyser et de voir que peut-être telle personne prend des libertés que toi, tu ne te permets pas de prendre et que tu pourrais, si tu veux, prendre, par exemple. Ouais. T'as quelqu'un en face de toi qui est peut-être un peu plus indiscipliné ou quelqu'un d'un petit peu plus... Parce que chacun a son fonctionnement propre. Ouais. Et tout ça, c'est des projections. Et moi, j'aime bien, j'apprends à voir en fait tous les autres comme des miroirs de moi. Et à pas voir les autres. Oui. Enfin, tu vois, c'est genre, on est tous les miroirs les uns des autres. C'est ça, c'est la bonne, ça, à mon avis, alors, c'est chiant de qualifier, mais je pense que c'est une bonne posture. Je dirais pas la bonne posture, mais je pense que c'est une bonne posture parce qu'en fait, tu te mets en empathie aussi avec, pas seulement une personne, mais tout le système qui fait qu'il y a un rapport. Oui. Et quand quelque chose t'énerve, au lieu d'être t'énerver sur l'autre, c'est aller prendre soin de soi et de regarder à l'intérieur, justement, ce travail introspectif de genre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, la bad de quoi vibe, j'ai besoin. La bad vibe n'est pas une invitation à tout envoyer bouler. La bad vibe est une invitation à avoir une information. Exactement. Il faut la décrypter. Oui, elle est pas claire, hein. Quand t'es en colère, c'est pas clair. Non, c'est clair. Mais tu peux faire ce travail-là et te dire, c'est une info, ça veut dire quoi? Voilà. Et là, tu débunkes dans ton process en fait ce qui s'est passé et tu vois l'endroit où il y a une couille en fait tout simplement. Et c'est là où il faut bosser. Voilà, plutôt que de tout remettre en cause, des fois c'est juste un petit truc à débloquer. Ouais. Moi, souvent je me suis fait des montagnes d'une critique d'un travail avec un client, tu vois, il me renvoie, enfin je dis une critique, mais en tout cas c'est son retour sur mon travail et il me dit là ça va pas parce que t'es passé à côté du sujet, blablabla. Au lieu de tout prendre en bloc en disant il a rien compris
il n'aime pas ce que j'ai fait. C'est peut-être toi qui n'as pas compris. Mais non, en fait, il aime bien ce que j'ai fait. Mais il m'aide, il est en train de m'aider à trouver une meilleure solution pour que le boulot il soit super. C'est aussi bête que ça. C'est pas passer contre moi. de bien à super. J'arrête de laisser mon ego prendre tout pour lui, tu vois. Et à un moment, prendre toute la place, toute la place, l'ego. T'as laissé le désordre du client quelque part venir péter le. Ouais, c'est ça. Et tu l'acceptes. Et en fait, au final, alors il y a des fois où je l'ai pas fait et c'est parti au clash et je l'ai regretté. C'est vrai. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a longtemps, je fais plus du tout ça. Mais c'est vrai que depuis que je fais vraiment attention à ça. Les boulots sont, enfin, en tout cas, je sais pas s'ils sont mieux, mais je me sens mieux une fois qu'ils sont finis parce que je me dis, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas l'idée que moi j'avais parfaitement, mais j'ai rendu des gens contents et ça s'est bien passé. Et surtout, on s'est pas énervé et on a été professionnel parce qu'on a échangé. À se rappeler aussi que les clients, ce sont des gens comme vous et moi, et que voilà quoi, genre. Ils sont là pour faire du bon taf, hein. Voilà, ils sont pas là pour faire de la merde. Voilà, tout simplement. Ok, donc du coup sur cette histoire de jouer le jeu du sans enjeu. Donc, enfin pardon, je t'ai coupé, mais. Oui, en fait, on pourrait dire que c'est une sorte de philosophie en fait de travail, quoi. Voilà. Ouais. Ça pourrait être une philosophie de vie, mais on n'a pas le temps de parler de ça. Mais en tout cas, une philosophie de travail, se dire simplement, les enjeux ils existent, les perturbations. Elles vont arriver à un moment ou un autre, peut-être pas sur ce boulot-là, mais peut-être sur un suivant. Et il faudra être capable, le moment venu, de s'adapter. Et en s'adaptant en fait d'intégrer ce bruit-là dans notre travail et d'en faire une singularité encore plus forte. Ouais. Il me semble, parce que en fait là on fait un épisode là-dessus, mais en réalité c'est un sujet qu'on aborde ensemble depuis des années. Voilà, parce qu'en fait cette idée de mutualisation des problématiques, en fait on l'a eu quand on a mis en place le Samurai Ninja Project. Donc, vous pouvez retrouver le débrief sur l'épisode de Sens Créatif, c'était le numéro 22. C'est ton épisode. Voilà, c'est notre épisode en réalité. C'est ça. Et on en avait parlé aussi sur Adobe France. Donc, si vous avez l'occasion de revoir la vidéo, on avait fait la suite en fait. Et on avait tiré des leçons en fait de cette mutualisation là. Parce que le désordre qu'on avait vécu, c'était on n'avait plus beaucoup de travail, toi et moi. Ça, de mon côté le travail, les clients, c'était tari en fait. J'avais plus de source vraiment de travail. De ton côté, t'avais du mal à en trouver. Ouais. Et on s'est dit en fait c'est des problématiques qui sont pas tellement différentes. Désordre. Et c'est du désordre quoi. Et on a besoin d'avoir du travail parce que là, l'argent n'était plus là. Et d'avoir mutualisé nos problématiques, ça nous a permis en fait d'accepter aussi le chaos et d'être plus fort parce qu'on était à plusieurs quoi. En fait, c'est ça l'idée. On était déjà deux, c'est mieux que un quoi. Oui. Tout simplement. On se sent moins seul. Et donc du coup, on a créé justement comme un sportif qui va s'entraîner. C'est pas un vrai match. Non, mais on s'est mis un cadre. On s'est mis un cadre où le chaos avait le droit de venir dedans. C'est un cadre. En fait, c'est comme si on avait fabriqué une espèce de sphère dans laquelle on voulait évoluer, donc ce qui crée un cadre, mais elle est poreuse. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer on voulait des nouveaux particules clients de chaos en illustration, mais on en avait plus. Et donc du coup, on s'est lancé ce challenge sur Instagram de faire une illustration par jour. Et donc en fait, en gros, une illustration sur Instagram, il n'y a pas d'enjeu parce que c'est juste une illu gratuite. Et puis on n'a fait pas d'objectif. Pour le plaisir, il n'y a pas d'objectif, c'était juste d'exprimer ce qu'on ressentait le jour J, etc. Alors ça reste quand même une intention. On avait quand même une intention sur la journée, mais là où c'est fort, c'est que l'intention, on ne la connaissait pas la veille. Oui. Parce qu'on la découvrait le matin en se levant. Mais c'est comme un sportif qui s'entraîne. Il sait pourquoi il s'entraîne, mais c'est pas un match tous les jours. Non. Donc, mais il s'entraîne quand même. Et donc, du coup, nous, il y avait ce truc de aujourd'hui, je viens sur le terrain, je viens jouer. Donc parce qu'en fait on faisait une illu. Donc c'était chouette, on s'amusait. On n'avait pas de contraintes. Donc c'était vraiment open bar sur l'amusement quoi. On avait une intention, mais on a décidé de le faire avec fun. On savait pas si ça allait marcher ou pas. Donc du coup sans enjeu. Mais il y a cette idée de se donner un cadre, de jouer un jeu intentionnellement, mais c'est un jeu, c'est pas un travail, c'est un jeu et on n'attend rien. En fait, le truc c'est vraiment le fait de n'avoir aucune attente. Ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'était de ne pas avoir d'attente. Moi, tous les meilleurs moments de ma vie, tous les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'avais pas d'attente. Et l'attente, ça sclérose, ça, comme tu dis, ça remplit tout l'espace. En fait, on sature l'espace d'attente. Quand t'as pas d'attente, tu peux laisser tu peux laisser la surprise. Ouais, c'est un petit moment de sagesse. C'est le sage qui n'attend jamais rien, donc du coup il n'est jamais déçu, et donc du coup son état contemplatif lui permet d'absorber les choses. Tu vois, alors juste pour la parenthèse, je dois faire partie des 5 personnes
en France qui ont aimé le nouveau Matrix. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avais aucune attente. En fait, genre 4 mois avant, je savais même pas qu'il allait avoir un nouveau Matrix et je suis venu les mains dans les poches, zéro attente. J'ai pas regardé les vieux films. Faut dire que t'es fan, hein, voilà. Oui, alors c'est un truc un peu familial, ouais. mais justement c'est familial. Non, mais il y a une Madeleine de Proust dans le. Oui, dans ma famille au niveau de Matrix. Mais moi, j'ai pas regardé les films en 10 ans. Donc j'y suis allé les mains dans les poches. J'ai passé un super moment. Oui, t'es pas un geek de Matrix. Mon père, coucou papa si tu écoutes, il a dit c'est le pire film de Noël de ma vie, quoi. Il était genre c'est nul à chier. Et moi j'étais genre mais en fait moi je suis venu les mains dans les poches. T'as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment et je n'avais aucune attente en fait. Ce qui fait que j'étais ouvert à me faire perturber parce qu'en fait ce film je pense pas que tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Mais ce film vient perturber. J'aime pas Matrix. Je sais, voilà. Mais vraiment ce film vient perturber tous les fans de Matrix parce que c'est genre c'est ça que vous voulez. Ah ben vous allez avoir quelque chose de complètement autre en fait. Et moi j'étais genre vas-y, je suis prêt à être surpris. C'est comme ces groupes de musique qui font soudainement un album complètement différent et t'as les true fans qui sont genre qui sont dégoûtés, what, qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui s'était passé sur Iron Maiden notamment parce que t'as un premier album de Iron Maiden qui était vraiment c'était une bombe totale et en fait après le groupe a changé. La folk. Et c'est non, au contraire. Et c'est Bruce Dickinson qui est venu chanter à la place. Et pour les true fans du premier album, ils ont complètement détesté. Voilà. Alors qu'en réalité, la carrière de Iron Maiden s'est faite avec Bruce Dickinson. Elle est fabuleuse. Voilà. Moi, perso, donc en fait, mais c'est super ton exemple parce que du coup, quand on se permet de changer les règles du jeu ou de se laisser perturber par autre chose, peut-être que cette perturbation est peut-être la clé de ce qui va te mener plus loin. Et c'est ça qui est intéressant en fait voilà, on en revient justement aux attentes de ne pas avoir d'attente. Voilà. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà. Complètement. C'est pas mal, un an je passe là. Exactement. C'était bien complet. Alors, je voulais dire quelque chose tout à l'heure et j'ai complètement oublié, donc du coup je m'en souviendrai quand on réécoutera l'épisode. Mais c'est pas grave parce que je pense que t'as dit vraiment beaucoup de choses intéressantes. Je voudrais juste lire une citation de Mary Shelley. Okay. Si vous savez qui elle est, c'est l'autrice de Frankenstein. D'accord. Ah, ok. Donc voilà. Je veux dire, un best-seller all time. Et notamment, elle a écrit, elle avait 19 ans, et en 1816, elle nous dit ceci. Ah ouais, 1816, ça remonte là. Écoutez bien. Tout doit avoir un commencement. Ce commencement doit être lié à quelque chose qui a précédé. Les hindous donnent au monde un éléphant pour le soutenir, mais l'éléphant se dresse lui-même sur une tortue. L'invention ne naît pas du vide, mais du chaos. Les matériaux doivent d'abord être là. C'est magnifique. Quand on connaît l'histoire de Frankenstein, on voit tout à fait le rapport parce qu'en gros, Frankenstein, c'est l'idée de donner la vie à des parties différentes, des morceaux différents, d'humains différents. Et évidemment, la bête, la créature de Frankenstein qui est censée être un super humain devient un monstre et se retourne contre son créateur. C'est une thématique dans le process créatif qui est absolument énorme. Enfin, ce livre-là est un véritable chef-d'œuvre parce qu'il met en perspective la notion de création, de créativité et surtout la posture que tu as d'être un dieu qui crée quelque chose, une espèce de pouvoir. Et ça donne en fait finalement c'est une fable sur l'humilité en fait. Et qu'est-ce que l'humanité au fond? Oui. Et ça, on le verra certainement dans le futur avec l'histoire de la cybernétique, les cyborgs. Je savais que t'allais dire. C'est sûr que j'allais y revenir. Il va aller sur ce terrain. Non, mais c'est juste pour dire que c'est une histoire qui est totalement universelle et qui fait appel à beaucoup de choses, et notamment la créativité. Et ce qui est bien, c'est de se dire finalement d'aller chercher ce qu'il y a au fond de nous-mêmes pour pouvoir exprimer les choses. Ça va amener forcément quelque chose de bénéfique dans notre process créatif, plutôt que d'aller toujours chercher ailleurs les recettes. Et ce qu'on n'a pas dit au tout début de l'épisode, je sais pas, vous vous souvenez, on a énuméré en fait les différentes solutions pour finalement se nourrir de créativité. On parlait des tutos, des livres de développement personnel. Ils ont tous la solution dedans, seulement c'est nous qui la voyons pas. Ils parlent tous de travailler et de continuer à expérimenter. Oui, mais de jouer. Et en fait, nous, on ne voit dans ces solutions que la facilité. On ne voit que peut-être le paragraphe qui nous dit, il y a le paragraphe avec le tips, faites comme ça va marcher. Ouais. C'est possible. Mais on sait bien que c'est pas tout et on sait que voilà, c'est une somme de talent, de travail, de temps aussi qui passe, hein. Il y a des personnes qui réussissent, qui ont un succès immédiat, mais c'est souvent lié à une opportunité. Bien sûr, le hasard n'existe pas en soi. Il se passe des choses imprévues. Mais il faut avoir en fait aussi la vista, le fait d'être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qu'on aime beaucoup ici, de saisir les opportunités.
Oui. C'est comme, imagine, c'est un pote à moi, et salut Thomas, si je te salue si tu nous écoutes, qui m'a dit hier un truc vraiment super génial. Il m'a parlé en fait de la métaphore de la savane. Le lion qui voit passer un troupeau de zèbres. Il y en a beaucoup des zèbres. Et à un moment, le lion doit se décider à aller en choper un. Lequel? Et lequel? Et ça, cette question-là est magnifique. Il y a un moment, le lion se décide et il attaque un zèbre. Pourquoi ce zèbre-là? Pourquoi pas un autre? Voilà, cette absence de réponse, je la trouve géniale parce que quelque part, le lion va peut-être avoir à manger, mais il y a un zèbre qui va mourir. Et c'est encore une façon de dire que tout est lié, tout est connecté, et que rien n'arrive sans rien, et que tout a une logique en fait quelque part, mais que si on ne fait rien, si on reste dans l'inaction, de la même manière que par exemple aux arts martiaux, si tu mets deux pratiquants, ils sont face à face. Ils se regardent en chien de faïence et ils font pas de technique, ils font rien, personne ne bouge. Mais il peut rien se passer. Bien sûr. À un moment, il faut qu'il y ait un call to action. Il faut que donc ce qu'on appelle uke et tori, notamment dans les arts martiaux japonais, uke est celui qui donne, tori celui qui reçoit. Hein, l'élément de langage n'est pas c'est pas anodin. N'est pas anodin. Ouais, bien sûr. Il va se passer quelque chose. Et c'est là où on va créer quelque chose. Et c'est là où il va se passer quelque chose d'inattendu. Parce que uke ne va jamais faire exactement la technique de la même manière, et donc tori ne va pas la recevoir de la même manière. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'à l'infini, les possibilités vont être différentes. Et se pose la question du choix aussi. Genre, ça va peut-être une angoisse générationnelle, mais on n'a jamais eu autant de possibilités, autant de choix. Et quelle porte on ouvre? Et là, c'est fun. Le fear of missing out. Non, mais tu sais, c'est genre, j'ouvre cette porte, pourquoi pas celle-là? Oui. Et ça peut être hyper sclérosant de se dire, je vais louper un truc. Si j'ouvre celle-là, je m'embourbe dans une suite d'autres décisions. Eh ben, il faut être intuitif. Ouais, c'est ça. Il faut s'écouter, il faut avoir confiance en... Alors, excuse-moi, là, je vais continuer dans une métaphore des Wachowski, mais moi j'adore Speed Racer. Tu l'as vu, Speed Racer? Oui, ouais. Genre, j'ai adoré ce film qui, de nouveau, a été détesté par la plupart des gens. C'est un film de genre. Hein. Voilà. Eh ben, il y a ce moment où en fait, le héros, sa voiture en pleine course, là, c'est la course ultime, cale. Et ça peut paraître un peu niais, mais genre, il est là dans sa voiture et il essaie d'écouter sa voiture et il essaie de la sentir. Et t'as tout le monde qui dit, vas-y, Speed, vas-y, genre, pourquoi il bouge pas? Qu'est-ce qu'il fait? Et lui, tu sens qu'il écoute sa voiture et à un moment donné, il ouvre les yeux. Il enclenche un truc, je sais ça, et la voiture, elle repart. Et en fait, moi, je sais que j'ai dû apprendre justement à quitter la logique très cérébrale et à m'écouter et à dire... Oui, quand t'as le brouhaha autour. C'est ça que je vais continuer dans Matrix. Quand il se retrouve devant l'architecte et que en fait l'architecte lui dit quelque chose. Et la pièce est remplie de télévision et il y a plein de néos qui réagissent tous différemment, qui rigolent, oui, qui c'est lui les font possibilités, un fuck, c'est les probabilités, qui les potentialités. Voilà, c'est ça. Et puis à un moment donné, Néo, il se concentre, il choisit une télévision, enfin quelque part, c'est l'effet cinématographique, et il décide de dire quelque chose. Ah ben c'est ça, c'est genre plein de possibilités, mais à un moment donné, il faut choisir ce zèbre, cette télévision, cette direction dans ta vie. Voilà. Et tu peux. Est-ce que tu laisses l'environnement et les autres choisir pour toi, ou est-ce que toi tu prends la décision? Mais c'est tellement important pour toi-même. Ouais, grave. Et la décision que tu vas prendre ne sera probablement pas. Elle sera jamais la meilleure. Et elle sera jamais la même mais si, elle sera si on pouvait bonne parce remonter que dans tu le l'as temps. prise en fait. C'est ça. Et si on remontait dans le temps, elle serait peut-être pas la même. Parce qu'il y aurait cette histoire de stochastique qui viendrait arriver. Et être OK avec cette sorte d'angoisse existentielle de t'aurais pu vivre sans autre vie. Mais en fait, ce qui est important, ce qui est chouette, c'est que tu vis ta vie là. Et c'est bien avec toute la fragilité et toute la force qui vient avec. Et je fais un gros big up au Patate Club parce que je trouve absolument génial de pouvoir vivre la vie, enfin en tout cas la carrière professionnelle d'une centaine d'autres personnes. Ouais. Et ces échanges-là, finalement, on vit par procuration des problématiques des autres et en fait on gagne beaucoup de temps. Oui. Donc se rassembler, communiquer, dialoguer, parler de nos problématiques, puis finalement se dédouaner des enjeux. Et donc jouer tous ensemble, parce qu'on fait un grand jeu. Un grand jeu du sans enjeu collectif. Collectif maintenant, voilà, c'est ça. C'est en tout cas ce que nous on espère qui peut se passer avec vous, les auditeurs et les auditrices, c'est que vous vous rassembliez et que vous découvriez. Que vous découvriez finalement quelque part vos propres solutions. Voilà, pas les solutions que quelqu'un vous a données, mais vous les avez découvertes, vous les avez cherchées. Oui. C'est le seul tips qu'on donnera. Dans cet épisode, voilà. C'est le seul type. C'est le terrain qui te donne, en fait, ce n'est qu'en étant vivant
en vivant pleinement son humanité, qu'on découvre des choses. Et c'est pas en restant planqué avec plein d'airbags pour nous sécuriser que en fait que la vie se vit, quoi. Voilà, complètement. Bon bah, allez ouvrir les vannes de la créativité et go play. Bon ben, c'était la conclusion. C'était la conclusion. Merveilleux. Merci Laurent. Je t'en prie, merci Jérémy d'avoir été candide. T'as pas été si candide que Arrête ça. Non, mais bon, tu m'as compris. Non, voilà. Ben, on espère en tout cas que ce premier épisode du Boxon Créatif vous a plu. C'était donc, on lance un hors-série. Et moi j'ai trouvé ça passionnant. On va continuer de développer ce sujet tout au long de l'année 4 épisodes comme ça 2022. Distillés. Exactement. Et maintenant il est temps d'écouter le témoignage de Océane Azo qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patreon et du Patate Club. Salut, je m'appelle Océane Azo, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, aka le Patreon. Je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon parce que les épisodes de leur podcast sont toujours riches et inspirants, me permettant de faire évoluer ma pratique et ma vision du métier d'illustratrice grâce aux échanges qu'ils ont avec leurs invités. Le Patate Club, c'est un groupe de créateurs et créatrices de l'image principalement, mais pas que, avec lequel tu peux échanger sur ta pratique, tes doutes et blocages, partager des bons plans, s'entraider dans les méandres de l'administratif, se retrouver autour d'ateliers en ligne ou organiser une rencontre autour d'un café. Vous l'aurez compris, c'est un espace riche et vivant dans lequel on peut venir puiser l'inspiration et la motivation. C'est donc un plaisir de soutenir Laurent et Jérémy dans cette initiative. Et à ce propos, les participations débutent à 5 € par mois. Cela vous donne accès à ce que je viens d'évoquer, sous forme de film de discussion entre membres sur la plateforme Discord, sans oublier le podcast Les Patates parlent aux patates, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, animé par Pauline Douady et un membre mystère du Patate Club. Dans ce podcast, Pauline débriefe du dernier épisode de Sens Créatif et des sujets abordés sur le Discord, ainsi que des coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/Sens Créatif Podcast. Sens Créatif, c'est donc une communauté bienveillante qui s'encourage, s'inspire et échange les uns avec les autres, notamment sur la plateforme Discord que je viens d'évoquer, qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est vraiment un lieu plein de ressources et d'entraide qui m'apporte beaucoup personnellement sur le plan professionnel comme humain. Si ça vous intéresse de rejoindre le Patate Club ou le Discord, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, ben, comme d'habitude, vous le partagez avec vos amis, avec vos parents, avec votre grand-mère, tout le monde, les personnes qui peut-être vraiment pourraient bénéficier de tout ce dont on a parlé, puisque le désordre, le boxon, au final, c'est vraiment un sujet qui est universel. Si vous passez sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Voilà, ça ne fait pas de mal. Plaisir. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, justement, parce que voilà, j'aborde des thématiques plus spécifiques du boxon créatif. Ouais. Voilà, donc la newsletter s'est transformée en feuilleton sur le boxon créatif. Donc si ça vous plaît, ce dont on parle dans cet épisode, abonnez-vous. Le lien est sur senscreatif.fr. Laurent développe toutes les 2 semaines, plus ou moins, ce sujet de plus en plus en profondeur, avec plein de gifs animés, plein de trucs rigolos, avec et des vidéos avec des TED Talk inspirants. Toujours un TED Talk qui a rapport. Voilà. Toutes les notes et les infos de cet épisode, vous pouvez de nouveau les retrouver sur senscreatif.fr. On remercie chaleureusement Adrien Guy pour la musique et l'habillage sonore de ce podcast. Big up Adrien. Exactement. Et sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de ce podcast avec Mathieu Génel. Oui, qui est auteur, conteur et podcasteur. Ouais. Multiple casquette qui a beaucoup de choses à nous raconter. Voilà, passionnant. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected.